Je remercie d'être avec moi ce matin. Alice Rideau, donc, qui est étudiante à l'EMCA. Vous avez vu, vous passer le micro aussi. Elle est polyvalente totalement, Alice. Donc, elle est étudiante à l'EMCA en ce moment. Mais elle a un double cursus, elle va nous raconter ça. Et elle est aussi en alternance au studio Tchak. Et je pense qu'il y a Mathieu, voilà, qui est là dans la salle. Si, il a l'air très contente, Mathieu. Antoine, qui est tout au bout à droite. Antoine Rivière, donc, qui est le directeur général d'Émile Cole. Et Frédéric Rose, qu'on ne présente plus, voilà, qui a été... J'ai eu un peu peur, en fait, qu'il ne fasse pas que servir le cognac, mais qu'il en boive aussi beaucoup, mais il est là ce matin à l'heure, donc tout va bien. Alors, Alice, on va commencer avec toi, si tu veux bien. Donc, si je ne dis pas de bêtises, pour tes études, tes études supérieures, commencer à l'ISARD Digital, hein, et poursuivi à l'EMK, tu as déjà souscrit 6 emprunts étudiants. Tout à fait. Ce qui représente une somme de combien à rembourser là? D'environ 55 000 euros. 55 000 euros. Voilà. Que tu dois rembourser en combien d'années? Alors, ça se décale, hein, c'est ça? C'est ça. Moi, je commence déjà à rembourser mon prêt. En fait, ma première année à l'ISARD Digital, il était question que je trouve un emploi tout de suite à la sortie. Donc, je contractais un prêt que je commençais à rembourser au bout de 5 ans. Il se trouve que mon parcours a finalement un petit peu dévié. Et du coup, je suis repartie après 3 ans d'ISARD pour 4 ans à l'EMK. Donc là, je suis en train de rembourser ma 2e année de prêt d'ISARD Digital en étant encore à l'EMK. Voilà, et donc ça me fait à peu près 450 euros par mois que je dois payer, en plus de mon loyer et la vie telle qu'on la connaît. D'accord. Après, ça a été ton choix de faire un double cursus. Absolument. Donc tu t'es donné les moyens. Mais néanmoins, cette dernière année, parce que tu es en Master 2, ouais. C'est ça? Cette dernière année, tu me disais en discutant que tu n'aurais pas vraiment pu l'envisager, en tout cas pas de cette manière-là, si tu n'avais pas pu faire une alternance. Alors non, en fait, moi, quand je suis arrivée à l'EMK, quand j'ai passé même mon entretien, d'ailleurs, Jean-Christophe Boulard était là au moment où j'ai passé mon entretien, donc je pense qu'il peut-être qu'il s'en souvient. Moi, c'était un peu ma condition. Je voulais absolument faire l'EMK, c'était vraiment l'école dont je rêvais, mais il fallait absolument que ma dernière année soit en alternance parce que, premièrement, ça allait être trop cher et c'était vraiment quelque chose que je voulais refaire parce que je l'avais expérimenté à ISARD. Maintenant... Voilà, là j'en étais arrivée à un stade où effectivement je pouvais même plus faire d'emprunt parce que j'avais même plus de garant pour pouvoir assurer, parce que en plus j'ai une petite sœur qui elle aussi fait des études qui coûtent cher. Donc là c'était l'alternance ou pas de diplôme du tout. Donc il fallait que ça se passe, et effectivement aujourd'hui j'ai l'alternance et tant mieux. Est-ce que ça a été compliqué à trouver cette alternance? Alors, en fait, ça a été difficile d'y réfléchir et de trouver comment je pouvais me positionner, parce que j'ai cherché plusieurs postes qui pouvaient me convenir. Et en fait, avec Tchak, ça a été un peu un coup de chance, et ça s'est très très bien passé, et on s'est très bien entendu dès le début, et ça se passe toujours très très bien. Alors, c'est intéressant aussi parce que dis-nous ce que tu fais chez Tchak, c'est-à-dire que tu n'es pas à la production, tu fais de la... Tu es assistante du directeur artistique, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, je précise juste ça parce qu'on en a déjà parlé, mais on se dit, oui, une alternance sur un poste de dir prod ou d'assistante prod, c'est tout à fait envisageable. C'est plus compliqué après dans la fabrication. Et là, il se trouve que toi, tu as été recrutée dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Et en fait, on m'a demandé ce que je voulais et savais faire. Et moi, en fait, je ne savais pas encore ce que je voulais faire à la sortie de l'EMK. Je ne savais pas où était le top de mes compétences. Et donc, du coup, moi, j'ai dit que j'étais OK pour tout faire. Et donc, du coup, en fait, en assistant Luciano Lépiné à Tchak, du coup, je touche à tout. Et donc, ça me permet en même temps aussi de découvrir où sont les points à travailler et où j'aimerais bien me spécialiser plus tard. Bon, je suis encore au début, donc je ne sais pas encore vraiment, mais j'ai encore une année pour le faire, donc j'en profiterai. Ton alternance, elle est de quelle durée? Enfin, c'est une alternance, tu es 3 jours au studio, 3 jours... Non, mais en plus, Alice, il faut dire qu'elle a une entreprise à Lille, et elle fait ses études à Angoulême. C'est un exemple un peu extrême, peut-être, mais intéressant.
Oui, bah, le hasard de la vie a fait ça parce que j'avais fait un premier stage à Lille l'année dernière et aussi parce que j'avais besoin de sous. Et en fait, c'est à Lille qu'au final, tout ça s'est fait. Et j'ai oublié la première question. La question, c'était de savoir combien de temps tu es à l'école, combien de temps tu es au studio. Alors, à l'MK, c'est assez particulier. En fait, c'est des choses qui se décident entre les studios et les besoins pédagogiques. Sachant que notre dernière année, nous, on est censé faire un film. On est censé faire un film à l'école. En tant qu'alternant, on n'a plus l'obligation de faire un film en entier, mais par contre, au moins de présenter un animatique à la fin. Et du coup, moi, à l'école, là, j'y ai passé un mois, j'ai passé tout le mois d'octobre à l'école. Là, j'y suis la semaine prochaine. Mais après, j'y passe pas énormément de temps. Alors, je sais plus à combien est le ratio semaine de cours, semaine de travail. Je crois qu'on a une dizaine de semaines de cours dans l'année seulement. Mais c'est très, très spécifique à l'MK parce que je crois qu'il n'y a que nous où ça se passe comme ça. Voilà. C'est vraiment du sur-mesure, ouais. Oui, complètement. Après, je crois que tous les plannings aujourd'hui des alternants sont les mêmes de notre promo, mais ça a été discuté et réfléchi avec les studios, en tout cas en amont. D'accord. Merci Alice. Je vais me tourner maintenant vers Antoine, s'il veut bien. Alors Antoine, on lui a demandé de venir, de nous rejoindre pour nous parler de quelque chose qui a été mis en place, qui est une fondation, parce qu'on trouvait ce modèle aussi intéressant dans... Alors, l'idée, c'était pas ce matin de faire un panorama de tout ce qui pouvait exister comme aide, parce qu'il y a des bourses, il y a plein de choses et plein d'initiatives très, très intéressantes qui existent et qui ont été mises en place par les uns et par les autres ici. Mais c'était de faire un focus sur une expérience particulière. Donc, vous aviez déjà une bourse au départ, c'est ça qui existait, qui vous permettait d'aider des étudiants? Alors, en fait, Nous, ce qui était à la base, ce qui permettait d'aider les étudiants, c'était la taxe d'apprentissage. Parce que l'école Émile Cole, qui est une société privée, était éligible à la taxe d'apprentissage entre 2007 et 2014. Et puis à partir de 2014, on n'a plus la possibilité d'être éligible à cette taxe. Et en fait, la taxe d'apprentissage, initialement, nous on la collectait et on la redistribuait systématiquement, intégralement sous forme de bourse aux étudiants. Donc on a réussi à distribuer à peu près 250 000 euros de bourses, parce que les studios, les maisons d'édition et tous les professionnels, en fait, donnaient la taxe d'apprentissage à l'école. Et c'était même d'ailleurs une difficulté à l'époque de pouvoir attribuer cette taxe d'apprentissage sous forme de bourse. Et on devait demander une autorisation au rectorat, parce qu'on sortait en fait du périmètre de la taxe d'apprentissage, qui est censé aider en fait les établissements scolaires à fonctionner. Donc comme on est effectivement une entreprise privée avec un coût de scolarité qui est entre 8 500 euros l'année, on redistribuait cette taxe d'apprentissage parce que les scolarités suffisaient à couvrir les frais de fonctionnement. Et à partir de 2014, quand on n'a plus été éligible à cette taxe d'apprentissage, on s'est dit comment on peut faire pour continuer à soutenir les étudiants, les étudiantes. Et on a réfléchi à monter une fondation. Et cette fondation, sur la base des avantages fiscaux de ces fondations qui permettent aux particuliers et aux entreprises de défiscaliser une partie des dons qui sont donnés. Mais pour faire cette fondation, c'est pas évident. Elle a été fondée en 2017 et c'est une fondation qui s'appelle la Fondation Graphane. Et aujourd'hui, on arrive depuis 2017 à aider à peu près 30 étudiants et on verse environ 30 000, 35 000 euros de bourse en monnaie, donc en financière. Je veux dire. On fait pas une remise sur la facture qu'on envoie aux étudiants. C'est vraiment une bourse. Et après, les étudiants en font ce qu'ils veulent. Et on donne aussi du matériel, voilà, parce on est une école de dessin, l'école Émile Cole, et on a Canson, Fiducial, Faber-Castell, qui sont des gens du secteur qui donnent à la fondation en numéraire, mais qui donnent également en matériel, et on arrive aussi à aider les étudiants, à peu près une quinzaine d'entre eux en plus par an, sur des bourses de matériel qui sont environ de 500 euros. Mais voilà, c'est pas évident. L'école Émile Cole donne à cette fondation. Donc on donne à peu près 15 000 euros par an. On est membre fondateur.
je la préside, la fondation. Donc voilà, c'est beaucoup de... C'est du temps, c'est pas évident, parce qu'il faut faire aussi la communication, il faut faire les appels aux dons, il faut faire tout ça. Mais c'est important pour soutenir les étudiantes et les étudiants qui en ont besoin. Et tu disais qu'en fait, tu arrives à aider tous les étudiants qui te le demandent. Exactement. Chaque année. En fait, chaque année, on a à peu près... on essaye d'aider un maximum. Hein. Alors, comme on a des moyens qui restent quand même assez limités, on aide en priorité les étudiants qui arrivent en 3e, 4e, 5e année, qui donc sont sur le cursus de fin. Mais le matériel, on aide un peu plus bas, hein, en 2e année notamment et en 1re année parfois. Oui, c'est des demandes. On a une 40aine de dossiers, donc c'est pour ça on arrive à en aider 30 en numéraire, une dizaine, voire une quinzaine en matériel. Et puis, effectivement, hein, c'est de plus en plus croissant. Donc, mais heureusement, on a... Voilà, par exemple, l'école qui parfois porte des projets artistiques. Notamment là, on a été contacté par le Citral à Lyon, qui est l'équivalent de la RATP. Enfin voilà. Et on a décoré, on a rentré dans un programme pédagogique la décoration des ombrières photovoltaïques. Voilà. Et il y avait un budget, et l'école Émile Coll était maître d'œuvre de ce projet, et elle a touché 15 000 € à ce titre. Et on a redistribué l'intégralité de cet argent à la fondation. Donc en fait, voilà, c'est ça. On essaie d'aider un maximum, de pallier à la suppression de la taxe d'apprentissage par ce biais-là. Mais c'est pas facile, ouais, c'est sûr. Alors j'ai 2 questions. Je voudrais que tu nous expliques comment concrètement on crée une fondation, c'est-à-dire quelles sont les démarches qu'il faut entamer, est-ce que c'est difficile, est-ce que voilà, enfin bref, toutes les difficultés. Et j'aimerais savoir aussi si tu as le sentiment que cette fondation et cette manière dont vous aidez les étudiants et les étudiantes, est-ce que c'est un argument qui vous sert à recruter, qui rassure les parents? Enfin, je peux imaginer. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant et voilà. Est-ce que tu as l'impression aussi, parce que ça, je trouve ça intéressant, c'est de savoir si ça te permet de recruter dans ton école des personnes qui ont un profil qui peut-être n'auraient même pas pensé que ton école leur était accessible, qui n'auraient pas imaginé pouvoir intégrer cette filière. Et qui, grâce à cette aide, franchissent le pas et du coup diversifient aussi les profils dans les écoles et après, plus tard, dans les entreprises, en fait. Ouais. Alors, sur la première question, pour créer une fondation, donc, il faut créer des statuts, il faut faire une convention, il faut être hébergé sous une fondation reconnue d'utilité publique. Donc nous, on est sous la fondation Bulukian, qui est une fondation nationale, hein, qui permet en fait d'être éligible à l'avantage fiscal. Après, il y a un bureau, il y a tout un système d'AG, il faut se réunir avec les membres du bureau, il faut statuer sur les dossiers, il faut réunir les dossiers. Enfin bref, il y a toute une problématique de fonctionnement. Créer, je dirais, une fondation en soi, c'est effectivement des statuts et une convention. Après, il faut trouver la bonne fondation qui héberge et qui rejoint un peu les valeurs de l'école et qui accepte de prendre sous son aile une fondation comme la nôtre. Ça implique quoi pour cette fondation qui héberge ? C'est une question en fait de notoriété, je pense aussi. Bulukian, voilà, c'est bien de faire. Tout le monde peut créer une fondation, mais après la question c'est à quoi sert cette fondation, quel est son but, quel est son ADN. Et comme encore une fois, pour qu'une fondation puisse récolter des dons, parce que sinon c'est pas la peine, on peut voilà, avoir une asso, on peut faire d'autres choses, mais pour qu'on puisse avoir des dons et faire l'abattement fiscal, il faut être reconnu d'utilité publique. Donc du coup, c'est un petit peu à la... Il y a certaines grosses fondations qui accueillent tout le monde parce que derrière ils prennent des frais de fonctionnement sur les dons qui sont collectés par la petite fondation hébergée, ce qui n'est pas trop le cas de Bulukian, qui du coup est vraiment sur un projet. Il y a le porte des fondations, notamment des fondations de dessin d'art, enfin d'écoles d'art comme la nôtre. Enfin, on est la seule, mais comme ils sont assez implantés dans le milieu artistique, Bulukian, ça leur parle. Voilà. Et sur la deuxième question. Très clairement, pour être très honnête, j'en parle pas
en journée porte ouverte de cette fondation, parce que je mets plutôt en avant l'école. Il y a quand même, voilà, sur Parcoursup, nous on a à peu près 1200 vœux tous les ans, on a beaucoup de monde qui vient en journée porte ouverte, donc c'est pour se renseigner d'abord sur la problématique de l'école, qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce qu'on peut y faire, combien elle coûte, etc. Ça vient évidemment. Par contre, effectivement, moi j'en parle à tous les étudiants inscrits, en règle générale en réunion de rentrée, dès la première année, deuxième année, troisième année, et puis j'en vois régulièrement dans mon bureau pour qu'on en discute, quoi. Mais c'est pas forcément un argument, voilà, sur nos plaquettes elle y est, mais elle n'est pas mise en front en disant venez, grâce à la fondation Graphène, vous allez pouvoir payer vos études. C'est pas. Je crois que ce qui est aussi, il faut le dire, hein, c'est quand une école de dessin ou d'animation a son titre qui est reconnu, qui est visé, qui a une bonne insertion, ils ont la possibilité d'avoir le statut, d'accueillir des étudiants boursiers. Donc ça permet à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens, et ça couvre pas l'intégralité d'un coût d'une école, parce que je crois que l'échelon 7, on doit être à 4 000 ou 5 000 euros d'aide sur une année, donc ce qui est l'échelon haut. Et nous, par exemple, c'est 8 500. Donc ça couvre pas tout, mais après, à nous de trouver des moyens pour justement compléter, étaler les paiements. Nous, ils payent en 10 fois. Enfin voilà, il y a d'autres possibilités. Et je pense qu'il faut aussi dire un mot quand même sur le coût. C'est pas 8 500 euros qu'on donne en fait à un groupe ou à des actionnaires ou à l'école. Enfin, nous à l'école, on a à peu près entre 1000 et 1100 heures d'enseignement par an, avec un professeur qui est là toute la journée. Donc le coût homme, il est important. Nos professeurs sont bien payés. Il y a toute une problématique aussi de locaux. On a été obligé à un moment donné de déménager parce qu'on était dans des locaux qui étaient trop petits pour ce qu'on fait comme activité. Donc, parce que c'est du dessin, il faut de la place, de l'atelier. Donc il y a des coûts de structure, les logiciels. Je sais qu'hier, Julien en a parlé un petit peu aussi. Enfin voilà, c'est pas forcément uniquement le fantasme d'une école qui va s'en mettre plein les poches. Franchement, ça peut exister, bien sûr, mais il y a quand même aussi voilà, une qualité qui est là et qui a un coût aussi pour la structure qui la fournit. Voilà. Donc, essayer de diversifier les moyens et aider les étudiants, ça c'est très clairement, je dirais, une obligation qui doit peser sur les établissements privés comme la nôtre. Donner les possibilités, à partir du moment où la pédagogie est reconnue, qu'elle est visée, d'accueillir des étudiants boursiers, ça c'est bien, mais encore faut-il avoir cette reconnaissance. Et enfin, permettre peut-être à des écoles privées d'être de nouveau éligibles à la taxe d'apprentissage, à condition évidemment que une grosse partie, 80-90%, moi c'est ce que je voudrais proposer, soit redistribuée sous forme de bourse aux étudiants, et qu'il y ait un engagement qui soit pris par les écoles privées pour pouvoir justement, moi je sais pas, quand j'ai des studios qui viennent me voir en me disant est-ce qu'on peut vous donner notre taxe d'apprentissage, on leur dit non, on a la fondation Graphène qui existe, ah ouais mais en fait ça veut dire qu'il faut que je double, donc c'est compliqué, voilà. Et à la fin, ça permettrait d'aider davantage des étudiants, parce que si on cumule ce qu'on a sur la fondation et ce qu'on pouvait avoir sur la formation pro, on serait aux alentours de 80-90 000 euros qui pourraient être distribués tous les ans. Merci beaucoup Antoine. Tu fais des émules, hein, puisque Frédéric va nous parler d'un projet. Alors, je sais qu'il y a d'autres projets de fondation qui sont en cours, et on aura l'occasion sans doute d'en reparler. Frédéric, tu es en plein dans ce processus. Vous avez même un président, ça y est. Vous avez le nom d'une fondation et un président. Depuis lundi ? Pas depuis lundi, mais depuis effectivement la semaine dernière, on a créé Magélis Solidarité. Je pense qu'un point de départ, c'est Antoine. Lorsque Émile Coll a décidé d'ouvrir une école ici à Angoulême, on a discuté pas mal et on se parlait des problématiques de financement des études. Et il m'a parlé de la fondation, donc ça a été un des sujets aussi pour nous. Le président de Magélis à l'époque s'est dit il faut qu'on voit comment on peut fonctionner sur ce sujet-là. Et donc on a souhaité créer une fondation, alors un peu comme Émile Coll, une fondation hébergée. C'est un peu lourd quand même à construire, même comme ça, moi je trouve. Et je trouve que l'hébergeur est un peu
intrusif dans... Voilà, donc ça, moi, c'est pas trop le sujet qui me plaît beaucoup. On a changé notre fusil d'épaule. On avait commencé à avancer avec la Fondation de France, et puis finalement, on a changé notre fusil d'épaule et on a décidé de créer une association. Pour ceux que ça intéresse, il faut aller chercher le rescrit fiscal, évidemment, qui vous permet de défiscaliser l'argent que vous recevez. Mais bon, c'est compte tenu des thématiques qui sont d'aider des étudiants qui ont une difficulté financière réelle, je pense que ça pose pas de gros soucis. Donc nous, on est dans cette phase-là. Donc l'association est créée. Le président, c'est Anthony Combeau, qui est le directeur du studio de 2 minutes, qui est basé sur Angoulême. Et on a fédéré à peu près toutes nos entreprises, celles implantées à Angoulême, mais aussi celles avec qui on travaille régulièrement, qui envoient du travail dans les studios d'Angoulême. Et c'est vrai qu'on a pu lever 100 000 euros, donc c'est une belle somme, 100 000 euros pendant 3 ans, donc 300 000. Voilà, donc tout le monde s'est engagé sur ces 3 ans-là. Moi, je ne peux que remercier vraiment toutes les entreprises qui nous ont soutenus, qui sont partenaires avec nous, qui se sont impliqués. J'en vois quelques-uns dans la salle. Voilà, tous les postes. Il y a un poste de vice-président pour une élue de Magélis, mais tous les postes de président, trésorier, secrétaire que je vois là-bas, et vice-président, tous les autres vice-présidents sont tenus par des entreprises. Et c'est un modèle qui, j'espère, fonctionnera bien. Donc il nous reste évidemment maintenant à écrire comment on va distribuer ces sommes-là. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va faire très prochainement. L'idée, c'est de pouvoir distribuer évidemment l'intégralité des sommes que l'association aura reçues à tous les étudiants qui en ont besoin. Voilà, donc 100% de ce qui est reçu sera distribué. Il n'y aura pas aucune dépense, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Si on touche voilà, globalement 100 000 euros, il y aura 100 000 euros de distribués. L'objectif, c'est de pouvoir commencer quand? Pardon, j'ai coupé les applaudissements, mais... Le plus vite possible. Il nous faut encore ce rescrit fiscal. Hein, donc, ce que je disais, c'est le dernier élément administratif à régler. Les premières, on a déjà discuté avec les services fiscaux. Donc, bon, ça semble en très très bonne voie. Mais il faut l'avoir. Et puis, il faut qu'on donne nos règles du jeu aux écoles, aux étudiants. Il y a d'ailleurs, je précise, quelques écoles qui sont membres de cette association-là et qui ont financé l'association aussi, parce que c'était important, c'était aussi pour elles, pour leurs étudiants. Donc moi, je souhaitais qu'elles soient membres et qu'elles participent financièrement aussi à cet effort-là. Donc c'est aujourd'hui, oui, on est une petite vingtaine, et puis on a quelques opérateurs qui n'ont rien à voir avec l'animation, que l'on connaît, ou voilà, qui sont des chefs d'entreprise charentais, et qui, au titre de leur politique RSE ou tout simplement amicalement, nous ont rejoints et voilà, et font un petit chèque aussi à cette association-là. Je me permets de dire à la salle que s'il y a des gens qui souhaitent venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Voilà, on a aujourd'hui beaucoup de besoins, on a beaucoup d'écoles. Voilà, et puis si les élèves peuvent finir avec moins que 55 000 euros de prêt, je pense qu'on aura tous réussi ce qu'on a envie de faire. Merci. Des questions? Cléane, tu te retrouves seule puisque je ne peux pas te libérer Alice tout de suite pour le micro. Oui. Le micro arrive. Bonjour, Luce Grosjean de Millau Distribution. Donc nous, on est très sensibles aux questions de défiscalisation. Enfin,
je suis installée à Arles, on a une très très jolie tour d'art contemporain qui vient d'ouvrir. Et donc c'est des questions auxquelles on est en prise régulièrement localement. Et en fait, je me pose une question, c'est très intéressant de voir toutes ces fondations qui vont pouvoir enfin aider les étudiants à financer leurs études. Mais finalement, si c'est défiscalisé, en fait, c'est nous, contribuables, qui allons participer à ça. Est-ce que peut-être avoir plus d'écoles publiques, ou en tout cas d'aider à financer plus ces écoles, ne serait pas plus pertinent? Voilà, c'est juste ma question que je me pose en écoutant ces réflexions-là. Ah, faites-nous profiter de... Prenez le micro. C'est qui? C'est Franck. Moi, je ne peux pas m'empêcher de prendre la parole. Bonjour. Non, l'école publique, en fait, on l'a dit, c'est un étudiant à l'université. On a vu la Cour des comptes qui est venue nous donner son rapport. C'est aussi cher. C'est aussi tes impôts. Donc, plus il y a d'écoles publiques, plus ça va être effectivement aussi les impôts qui vont payer. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Je sais pas, non, les entreprises qui font du fric, elles peuvent en donner. Je trouve que c'est une belle initiative d'avoir monté une fondation et que ces entreprises, même pas du secteur, viennent en plus donner de l'argent pour que des jeunes puissent faire leurs études avec un peu moins de dettes sur le dos en sortant des écoles. C'est formidable, quoi. Et je peux faire une mini-truc, parce que nous, à Ubica, effectivement, on a mis une association comme ça et on a eu le rescrit fiscal. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Bonne nouvelle. Antoine, tu voulais réagir, peut-être? Non, je voulais dire un peu ce que disait Franck. C'est vrai que la Cour des comptes a rendu un rapport à la demande justement du président de la Cour des comptes sur la problématique des écoles d'art publiques et savoir comment aujourd'hui, pourquoi il y a effectivement autant de privés versus finalement peu de publics. Et le coût des structures, le coût d'un étudiant varie, mais ce que dit la Cour des comptes, c'est qu'à Paris, par exemple, sur les Beaux-Arts, c'est 18 000 € l'année. Donc nous, à 8 500, avec 1200 heures, on essaye justement de rationaliser un petit peu tout ça. Donc je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien public-privé, mais je pense à un moment donné que c'est pas parce qu'on est privé que c'est mal, entre guillemets, et que sur la taxe d'apprentissage notamment, encore une fois, il y a des écoles qui sont consulaires ou qui sont en forme association qui touchent la taxe d'apprentissage et qui ont aussi des coûts de scolarité à 8 500 ou 9 000 €. Donc je ne sais pas pourquoi il y a le privé n'a pas le droit et parce que c'est profitable. Je suis désolé d'en faire tomber l'ordinateur. Mais voilà, c'est ça. À un moment donné, il y a un débat qui doit s'ouvrir. Cette problématique du coût des études, elle est inhérente à l'enseignement supérieur, artistique, notamment. Et s'il faut trouver des solutions, il faut qu'on les trouve en bonne intelligence, mais qu'à la fin, il y ait quelque chose qui soit pérenne et qui revienne aux étudiantes et aux étudiants. C'est pour ça que moi, la fondation, on l'a faite en 2017. Elle est là depuis maintenant 4 ans. Je ne suis pas super fort en maths, mais on va bientôt intégrer la 5e année. C'est difficile de récolter tous les ans 30 à 35 000 € de dons. Donc, même avec la défiscalisation. Donc, je sais pas moi aujourd'hui comment accentuer ce mouvement. Je trouve ça super ce que vous avez fait. Et je pense que de toute façon l'union fait la force. Mais nous tout seuls déjà, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je souhaiterais effectivement porter un peu cette réforme sur la taxe d'apprentissage. Voilà. Cléane, derrière toi, Luce. Je voudrais pardon, excuse-moi. Juste compléter. Je voudrais remercier, j'ai perdu 20 ans, donc merci beaucoup. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les écoles publiques et les écoles privées. Tout le monde peut travailler ensemble. Ce qui est le principal, c'est que les étudiants, 1, trouvent du boulot à la sortie, et 2, soient bien formés. Après, public, privé, il y a des choix. C'est compliqué parce que, effectivement, l'avantage du public, c'est que les étudiants payent peu ou très peu, et que le privé, les étudiants payent très cher. Nous, on a des écoles publiques et des écoles privées à Magélis. On essaie de travailler aussi bien avec les unes qu'avec les autres, et de faire en sorte que les écoles puissent travailler aussi entre elles. Mais je pense que ce qui est important, c'est que ça fonctionne pour les étudiants. Alors c'est vrai que dans l'animation, école publique, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est vraiment beaucoup des écoles privées. Moi, j'ai entendu tout à l'heure la remarque d'ATI. Moi, je dis, venez à Angoulême, avec plaisir, on vous accueille, on vous aidera.
On le fait avec beaucoup d'universités, on le travaille beaucoup avec l'université de Poitiers, on travaille aussi avec Bordeaux, on a bossé avec La Rochelle. Donc je pense que et on les soutient. Donc Magis fait clairement des chèques à ces écoles-là, et moi l'argent il arrive du département, de la région, de la ville de l'Aglo. C'est clairement les impôts des Charentais, voilà, qui repartent vers l'université. Donc les circuits d'argent, ils sont toujours ils partent toujours d'un endroit, ils reviennent à un autre, mais même si c'est pas le même départ, la même arrivée, c'est quand même à peu près toujours les mêmes qui payent, hein. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le fonctionnement, c'est la redistribution. Moi je dis l'essentiel, c'est que les étudiants aient une bonne formation, parce que le grand scandale, c'est effectivement de payer pour une mauvaise formation, ça c'est un vrai scandale. Et que les étudiants à l'issue trouvent du boulot, quoi. Voilà, il faut avoir toujours ça en tête quand on forme des gens. Je pense que l'école publique ou privée, se dire voilà, il faut que mes étudiants travaillent derrière, parce que voilà, quand on est dans ces situations comme ça, il faut quand même pouvoir rembourser derrière. Donc là, elle est sur, je lui souhaite un très très grand salaire. Je me tourne vers Tchak. Voilà, il faudra quand même l'aider il faudra participer aussi à ça. Et donc voilà, c'est ça qui est important, moi, je trouve. Alors, Julien, ouais, vas-y. Oui, je voulais faire un petit point sur en fait les ratios entre les coûts de scolarité, les aides, etc. Parce qu'il y a des choses, je trouve, intéressantes. On a pas mal d'écoles quand même qui dépassent les 8 500 € aujourd'hui de frais de scolarité annuels, qui sont sous forme capitalistique, peu importe la forme. Et là, j'entends du coup qu'il y a des projets d'aide, etc., dans les fondations, à condition que ce soit plutôt des donations qui soient données par d'autres, et globalement à des hauteurs qui sont entre 20 et 30 000 €. Hein, c'est à peu près ça, en disant que c'était déjà un petit peu compliqué. Moi, je prends le cas de notre école. On est à 7 800 €, donc on est quand même en dessous un petit peu de la moyenne. Tu veux bien rappeler le statut de ton école, s'il te plaît ? Une école associative d'intérêt général. Et on arrive à fournir pour 100 000 € d'aide par an aux étudiants. Donc je pose quand même la question, dans ce ratio d'écart de prix et de volume d'étudiants, je me dis, si nous on est capable, avec 190 étudiants, de reverser 100 000 € d'aide par an, alors qu'on a du matos hyper haut de gamme, les intervenants sont très bien payés, forcément je me questionne sur toutes ces choses-là. Alors après, on a travaillé, entre autres, avec Airbus, par exemple, une industrie qui nous aide à hauteur de 40 000 € par an pour les aides au niveau des étudiants. Et je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde les plaquettes des écoles, ça peut monter facilement jusqu'à plus de 9 500 €. Et si en plus on n'est pas français, c'est souvent encore plus cher. Et je trouve qu'on est pour le moment sur des volumes d'aide. Alors, c'est toujours intéressant, il faut y aller. Je pense que le projet de Magélis d'aider et de fédérer les entreprises locales, c'est vraiment la piste. Je pense que l'industrie, au sens large, pas que dans notre secteur d'activité, peut vraiment aider les étudiants. Mais quand même, je pose la question, depuis des années, où était cet argent qui aujourd'hui, toutes les écoles s'inventent un petit peu une éthique, parce que mine de rien, sur les plaquettes, ça fait bien. Mais je trouve quand même sur des volumes un petit peu petits, puis je me dis, mais ça fait quand même plusieurs années que ces problèmes-là existent, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Voilà. Ouais, je ne sais pas si on s'invente une éthique, excuse-moi, hein, mais je pense que y a une mission première de l'école, c'est de former avec un volume d'enseignement important. Et donc du coup c'est bien payé aussi ces enseignants. Nous ils sont payés 60 € de l'heure de cours. Donc c'est avoir des bâtiments qui sont à la taille de ce qu'on a envie. Je veux dire, moi, les étudiants de Cole, ils apprennent énormément à dessiner traditionnel sur les 3 premières années. Donc il faut qu'ils aient de la place. Donc ça coûte cher aussi. Je sais pas, je vois pas trop la Fondation Graphène aujourd'hui, elle va réussir à collecter à peu près 90 000 € sur la prochaine année. On essaye de faire ce qu'on peut. C'est bien qu'il y ait des formes associatives comme l'école de Nouvelles Images, je dis pas, mais il n'y a pas de, si les écoles,
Si des écoles, en tout cas je prends Cole par exemple, qui a 38 ans d'expérience, l'argent il n'est pas parti dans les poches des actionnaires ou de l'actionnaire, parce qu'il y en a pas beaucoup, c'est une structure familiale pour le coup, et tout a été réinvesti à la fois dans la structure, dans la pédagogie, dans tout ça. Donc moi voilà, j'étais pas sur la première partie, la première table ronde, mais il y a peut-être aussi dans les écoles des fois des exigences qui sont différentes. Vous aidez, c'est super en association. Nous on aide en fondation. J'espère que les groupes effectivement comme Galileo ou autres qui aujourd'hui condensent les forces vont justement en rationalisant les échelles de dépenses affecter une bourse. Je pense qu'ils le font d'ailleurs. Je crois que c'est un projet. Si tout le monde va dans ce sens-là, à la fin, c'est les étudiantes et les étudiants qui seront gagnants. C'est ce que je souhaite, moi, à terme. Et si à un moment donné, on peut réduire les coûts de scolarité parce qu'on a des coûts de fonctionnement qui se réduisent, ça sera quelque chose que je ferai bien volontiers. On ne va pas entamer le sujet du financement pas du financement des études, mais le coût des études. Ça, c'est une autre question, et là, on n'a plus le temps ce matin. Julien, juste un mot, si tu veux rebondir. Non, c'était pour répondre en effet. C'était pas du tout une attaque envers Émile Cole. Je pensais plutôt aux grands groupes, en fait, qui ont quand même des échelles colossaux. Mais oui, forcément, après, je vais dériver sur le coût de la scolarité, donc je vais peut-être pas attaquer ce sujet-là tout de suite. Je crois qu'on va, excusez-moi, on va devoir... Ah, non, juste une dernière question là, et après on termine, pardon, au milieu, excusez-moi, et après on termine, pardon Luce, mais... Oui, bonjour, c'est pour le syndicat de la CNT. Je voulais vous poser une question, en fait, on voit que les études ont... Effectivement, moi quand j'étais étudiant, c'était sur 4 ans, c'est passé à 5 ans avec des coûts, vraiment... des coûts d'école qui ont augmenté aussi. Et en fait, on ne se pose pas la question de pourquoi on fait 5 ans et pas 3 ans et pas 2 ans. Enfin... C'est la prochaine table ronde. Merci pour cette transition merveilleuse. Alors, merci, pardon. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Fred. Et je voulais souhaiter le meilleur à Alice pour la suite, franchement. Merci beaucoup.